On vous parle depuis le début de cette guerre d'un point de passage hautement stratégique pour le commerce mondial, notamment pour l'acheminement de pétrole, c'est le détroit d'Ormuz. Alors que les États-Unis disent vouloir faire escorter les navires bloqués par leur marine, les gardiens de la Révolution se disent eux aujourd'hui prêts à les recevoir. Pour mieux comprendre les enjeux liés à ces routes maritimes, voyez ce sujet signé Axel Simon. C'est l'une des artères maritimes les plus stratégiques au monde, le détroit d'Ormuz. Un bras de mer situé entre l'Iran et le sultanat d'Oman qui relie le Golfe à l'océan Indien. Large de 50 km et de seulement 33 km à son point le plus étroit, c'est par là que transite 20% du pétrole et du gaz mondial. L'Iran brandit régulièrement la menace de le bloquer, notamment en cas d'attaque sur son sol. L'une des perturbations majeures dans le détroit d'Ormuz remonte à 1984 pendant la guerre Iran-Irak. Plus de 500 navires avaient été détruits ou endommagés. Un blocage du détroit pourrait être dévastateur pour l'économie mondiale. Retard dans les importations de matières premières et de biens de consommation, augmentation des prix du baril de pétrole, avec des conséquences importantes pour l'industrie mondiale, en Europe notamment. Les pays du Golfe, exportateurs de pétrole, et leurs clients asiatiques auraient aussi beaucoup à perdre. Selon l'Agence américaine de l'énergie, plus de 80% du pétrole et du gaz qui transitent par le détroit d'Ormuz sont destinés à l'Asie. L'Iran lui-même subirait les conséquences du blocage avec des impacts négatifs sur ses importations commerciales et ses exportations pétrolières. Une convention des Nations Unies stipule qu'Ormuz est un détroit international où le droit de passage ne peut être suspendu. Et on accueille notre invité, c'est vous, Sébastien Habitz. Bonjour à vous. Vous êtes directeur du club d'émetteurs et vous êtes chercheur associé à l'IRIS. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. Axel Simon le rappelait à l'instant dans le sujet qu'on vient de regarder avant cet échange, que ce que prévoit une convention des Nations Unies sur ce détroit d'Ormuz qui explique qu'il n'appartient à personne ou qu'il appartient en réalité à tous. C'est ça aujourd'hui, c'est ce que dit le droit international sur ce détroit avant de développer sur ce qui est en train de s'y jouer? Oui, bonjour, absolument. C'est un point de droit international qu'il faut toujours rappeler parce que les détroits sont des passages maritimes naturels et donc évidemment il y a un droit qui doit primer, le droit maritime et la liberté de navigation. C'est assez ancien comme système. À la différence des canaux, le canal de Panama, le canal de Suez, vous payez une taxe pour que vos navires puissent emprunter ces infrastructures qui ont été développées par la main humaine parce qu'on a transpercé les continents. Et donc il y a toujours un distinguo important à faire entre les détroits et évidemment le canal de Panama ou le canal de Suez pour comparer par rapport aux libertés de navigation et surtout à ces droits de passage qui sont importants à Suez aujourd'hui quand vous passez de Méditerranée à mer Rouge. Et comment est-ce que l'Iran alors procède pour pouvoir bloquer ce point de passage stratégique? Ça a été fort bien dit dans la petite vidéo précédente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'Iran utilise en fait le pouvoir de sa géographie et la capacité d'intimider en fait le passage maritime et commercial dans ce détroit d'Ormuz, qui est très peu profond, très étroit. Il faut bien avoir en tête que le détroit d'Ormuz, c'est 0,1% de l'océan mondial. Le golfe Persique lui-même, c'est pas très grand, c'est une grande piscine, 250 000 km², c'est 10 fois plus petit que la Méditerranée, le golfe Persique, c'est 1% de l'océan mondial. Donc on est dans des espaces maritimes géographiques extrêmement exigus, et en fait l'Iran n'a pas techniquement fermé aujourd'hui le détroit d'Ormuz, on peut y passer, simplement le risque sécuritaire est beaucoup trop élevé, ce qui fait que les assurances aujourd'hui ne couvrent plus les navires et donc les navires eux-mêmes ne prennent pas le risque. Il y a évidemment un risque pour l'équipage, pour les passagers, pour bien sûr les produits qui sont sur ces navires parce que quand vous avez des matières premières, vous avez des volumes importants, donc ce sont des navires dont la valeur marchande est colossale, on parle en plusieurs millions de dollars pour chaque navire et évidemment l'Iran ne bloque pas complètement, mais nous avons une dissuasion en fait psychologique qui ne cesse de s'intensifier depuis le début de semaine. Il y a eu aussi des accidents, quelques navires ont été touchés, et à partir de là, entre les missiles, la guerre, l'incertitude, l'hypothèse de mines flottantes aussi qui pourraient être posées par l'Iran pour définitivement dissuader tout le monde de passer, ça pourrait évidemment bloquer pour un certain temps le trafic maritime dans ce détroit d'Ormuz. Est-ce qu'on a une idée précise, Sébastien Habitz, du nombre de navires à l'arrêt à la suite de ces dissuasions, de cette intimidation?
Oui, bah, je regardais encore tout à l'heure avant de me connecter Marine Traffic, qui est un site en open source qui est extrêmement bien fait. On a beaucoup de navires en fait aujourd'hui qui stationnent et qui font des ronds dans l'eau, soit dans le golfe Persique et les différents ports à l'intérieur pour les 8 pays riverains du golfe Persique, soit au large du golfe d'Oman. Donc en fait, on a à peu près 1 millier de bateaux de commerce qui sont un peu en stand-by de part et d'autre. Et évidemment, depuis le début de semaine, on a un trafic maritime qui a considérablement chuté. On estime qu'il y a à peu près une grosse dizaine de navires de commerce qui sont passés depuis lundi soir sur la zone. Et donc on voit bien que le commerce à Hormuz est à l'arrêt. Il faut bien avoir en tête qu'il y a une conséquence sur le volet énergétique mondial. Je voudrais insister aussi sur le fait que le golfe Persique exporte vers le reste du monde beaucoup d'engrais azotés. C'est important pour l'agriculture mondiale et la sécurité alimentaire mondiale. Et sur ce volet sécurité alimentaire mondiale, à l'inverse, les pays du golfe Persique qui n'ont pas d'agriculture, qui n'ont pas d'eau, sont à 90% dépendants des approvisionnements extérieurs pour leur couverture alimentaire. Et donc, que ce soit au Qatar, que ce soit au Koweït, que ce soit en Irak, que ce soit en Arabie Saoudite, on sait aussi qu'il y a aujourd'hui une vigilance par rapport à leur propre dépendance en produits vitaux. Nous sommes évidemment préoccupés sur l'énergie. Ces pays aussi, actuellement, regardent de près d'autres denrées stratégiques, dont les produits alimentaires. Au moment où on a cet échange, vous et moi, on apprend que l'Iran, en tout cas, revendique une frappe sur un pétrolier battant pavillon des îles Marshall dans le Golfe. On a bien compris ce pouvoir de nuisance qu'exerçait le régime dans cette partie-là. Mais est-ce que l'Iran n'est pas elle-même en train de se porter préjudice et de se tirer une balle dans le pied, si vous me passez l'expression, en mettant à l'arrêt, en paralysant ce détroit? Il y aura aussi forcément des conséquences pour l'Iran elle-même. Vous parliez à l'instant de sécurité alimentaire. Le pays peut en être affecté? Oui, mais votre question est importante. L'Iran a besoin d'exporter son pétrole, et notamment vers la Chine et l'Asie, pour son économie. Et donc aujourd'hui, il y aura un effet boomerang pour l'économie iranienne pour sûr, ce qui montre bien que le régime ou la démultiplication aujourd'hui des autorités iraniennes, puisqu'on ne sait plus très bien qui contrôle quoi, cette stratégie jusqu'au boutiste aujourd'hui prime sur le raisonnement économique de long terme. Et donc le politique de court terme a pris le dessus. Cette dissuasion aujourd'hui, encore une fois, sur le golfe d'Ormuz montre bien que l'Iran utilise cette arme-là, cet atout-là, parce que le régime est acculé, le pays est affaibli, et on joue sur cette carte qui est un peu la carte géoéconomique et géopolitique par excellence de l'Iran. Son arsenal militaire va diminuer au fil des jours, la géographie ne va pas disparaître dans 1 ou 2 semaines. Et donc on sait que en menaçant, en intimidant, en ayant cette guerre psychologique, voire même en ayant quelques frappes qui touchent des bateaux, on pourrait avoir évidemment des conséquences sur l'économie et le commerce qui durent. Imaginons une marée noire dans cet espace, vous voyez aussi les conséquences environnementales et le choc que ça peut générer sur d'autres domaines. On a un conflit militaire d'un côté avec des dynamiques humanitaires, mais évidemment, comme toujours, les enjeux économiques et les enjeux environnementaux vont très vite aussi s'installer au cœur des enjeux sur ce conflit. Et une proposition de créer, Sébastien Habis, une sorte de bulle dans les airs et sur mer pour pouvoir permettre l'acheminement des navires. Ça a aussi été une idée soulevée par les Américains, d'escorter ces navires à travers leur marine. Est-ce que ça, c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Bon, en effet, les États-Unis ont peut-être la capacité d'aller sécuriser le détroit d'Ormuz. Simplement, c'est s'exposer éventuellement à des frappes iraniennes sur un territoire exigu. Encore une fois, c'est se mettre très très près des côtes iraniennes, et donc on voit bien qu'on hésite finalement à aller réaliser de telles opérations. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, parce qu'évidemment, plus les jours vont passer avec un détroit d'Ormuz non pas fermé techniquement, mais fermé économiquement parce que les risques sont trop élevés, on pourrait avoir des prix de l'énergie qui flambent significativement.